Une des choses auxquelles elle est très sensible et auxquelles elle m'a sensibilisé, c'est la création justement d'un espace qui amène certaines, peut-être pas certaines règles, mais certaines façons de penser la conversation. D'une part, genre, l'idée étant de lancer des messages. Par exemple, pour faire en sorte que les femmes comprennent qu'à l'intérieur de cet espace-là, leur espace, leur parole est valorisée, ben, on va remplir tous les rôles de soutien, puis on va les remplir vraiment assez bien. On va s'assurer que, ils rentrent, ils sont tout de suite accueillis. Ensuite, on s'arrange pour amener de quoi boire, amener de quoi du thé, du café, de l'eau, du jus, amener de quoi manger. Bref, que les besoins biologiques soient déjà remplis. Puis, bon, je pense que l'idée, encore une fois, est en train de faire un message. De dire aussi que les compétences ne sont pas mises en question, il n'y a pas d'enjeu. On fait un espace qui clash le plus possible avec l'espace académique. Faire en sorte que les gens comprennent qu'on n'est pas à l'université, qu'ils ne sont pas évalués. Ensuite, on essaie d'inspirer quelque chose qui donne un peu confiance, avoir quelque chose un petit peu cosy, décontracté comme ambiance. On va toujours s'arranger, présenter les personnes les unes entre les autres, créer des rapports personnels. C'est jamais des gros groupes. Puis ça, c'est volontaire, on a quand même essayé de limiter ça. C'est ça. Puis, souvent aussi, en plus, c'est chez quelqu'un. Il y a quand même un message comme si là, tu rentres chez moi. Fait que c'est que je te fais confiance. Puis, il y a comme des liens qui se créent implicitement à travers ça. Puis, je pense que surtout, l'idée, c'est de lancer le message qu'on est dans un espace féminin. Je pense que c'est là que l'inspiration des salons de 18e est peut-être la plus intéressante. Il y a une espèce de volonté d'aller chercher, là c'est vrai qu'on exploite peut-être un peu les stéréotypes, mais c'est quand même à notre, peut-être pour les bonnes raisons, de créer quelque chose qui, de mettre en face, d'évoquer un art de recevoir féminin. D'où le petit thé, les petits muffins, tout ça, créer quelque chose, genre, c'est dans un côté. On est entraîné. Il y a aussi des aspects, en fait, qui nous ont inspirés, qui venaient de beaucoup de la pratique de discussion dans les milieux féministes. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, que je connais plus dans sa... Je connais pas vraiment de travaux académiques là-dessus, mais il y en a beaucoup des posts de blog, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait un safe space? Comment est-ce qu'on crée un espace qui est sécuritaire, qui est égalitaire, qui est non hiérarchique, qui est inclusif, etc. Puis là, il y a beaucoup de petites maximes dans le fond, qui sont des façons pratiques peut-être de mettre en place quelque chose, mais qui sont quand même assez normatives. Ne pas interrompre, ne pas faire diverger la conversation, ne pas faire l'avocat du diable, éviter la m'explication, éviter... puis il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Et puis ensuite, quelques trucs positifs, dans le sens des affaires engagées, des fois, parler au jeu, respecter le témoignage d'autrui, ça s'entend. Pratiquer l'écoute active, ce qui est quand même défini de plusieurs façons. Puis surtout, reconnaître les privilèges, qui devient vraiment quelque chose de... je sais qu'il y en a qui disent, en fait, quand tu commences la conversation, tu le mentionnes tout de suite. Il a fallu que je commence en disant, je suis un homme blanc, cis, éduqué, etc. Ces recommandations-là ont une forme pratique, c'est facile à distribuer. Ceci dit, ça met beaucoup la responsabilité du succès de la conversation sur les individus. Ce qui me semble assez problématique. Si on peut créer un espace agréable, peut-être que c'est mettre beaucoup de responsabilité sur les gens. Ensuite, ça crée des règles dans un contexte où peut-être que ce qu'on veut développer, ce n'est pas des règles, mais c'est des compétences pour converser ensemble de façon équitable. Et puis, pour ça, dans le fond, ce qui nous a paru comme une piste de solution pour nous,
c'est la méthode des communautés de recherche, qui est parfois appelée philosophie pour enfants, parce que ça a d'abord été développé pour les enfants. Mais qui, dans le fond, l'idée de créer, évidemment, à travers des façons de converser, un espace qui est inclusif, et puis qui encourage des pratiques conversationnelles qui sont responsables tant au niveau de la justice et de l'équité qu'au niveau épistémologique. Puis souvent, c'est des buts, en fait, qui, selon, pour les communautés de recherche, c'est des buts qui vont main dans la main. C'est un peu, il y a tout un ensemble de pratiques, je pense qu'il y en a plusieurs façons d'en venir à ça. L'idée est surtout de créer ces compétences-là, qu'on voit, je vais vous donner des exemples. Anne Margaret Sharp, à un moment donné, on fait une liste qui sont de l'ordre de l'enfant accepte de plein gré d'être corrigé par les autres, d'écouter attentivement, capable d'écouter attentivement, prendre au sérieux les idées des autres, capable de développer ses propres idées, etc. C'est toutes des compétences qui font partie, dans le fond, de ce qu'un individu doit acquérir, puis évidemment pas toutes les compétences d'une chaîne, mais le genre de compétences qu'ils peuvent acquérir pour rendre le discours plus riche, plus inclusif. Ceci dit, évidemment, on est dans un contexte relativement différent, il a fallu adapter. On faisait face quand même à des gens qui arrivaient avec une base très solide. Les femmes qui étaient dans le groupe étaient déjà universitaires, étant femmes, avaient déjà des compétences un peu nourricières qui sont quand même très encouragées dans les communautés de recherche. Et puis, puis en fond, je pense qu'on n'avait pas non plus envie de focuser trop sur ces compétences-là, peut-être plus créer les conditions pour le faire. Du coup, on a décidé simplement de s'inspirer tout en adoptant le contexte. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on aurait pu faire une facilitation. Normalement, c'est comme ça que se font les communautés de recherche. On a décidé de ne pas faire ça, mais plutôt faire une suggestion, en fait. Ce qu'on arrive, c'est qu'on a fait un document un petit peu qui donne certains trucs qui, je dirais, qui donnent des options aux participants. Par exemple, en fait, on a fait plusieurs itérations. Éventuellement, je suis arrivé avec deux listes un peu. Qui sont pas super bien nommés, mais bon. Il y en a une, c'est ce que j'appelle les droits inaliénables. Vous êtes dans une conversation, à n'importe quel moment, vous avez le droit de faire ces choses-là. Puis des fois, c'est important. Par exemple, reformuler, demander une reformulation. Pourquoi? Parce que dans le fond, souvent, il y a beaucoup d'idées dans une conversation et puis les gens s'y perdent. Puis des fois, on arrive avec un point parce que une personne va avoir deux objections sur un truc, il y a des digressions. C'est bien de ramener les gens à ce qu'on dit, des fois de reformuler, pour s'assurer que tout le monde est compris. Formuler la problématique, la question à laquelle on travaille, formuler ses intuitions par rapport à quelque chose, comment est-ce qu'on se ressent par rapport à une idée, les formuler comme tel. Définir ou demander une définition. Formuler les conséquences ou les antécédents, c'est quelque chose qu'on peut faire. Remettre en question une définition d'une affirmation, poser des critères, surtout quand il y a une espèce de débat sur quelque chose, formuler des analogies. Encore une fois, ça rentre dans la reformulation. Puis ensuite, on arrive à la puis bon, après ça, dans le fond, ce qu'on amenait, c'est peut-être quelques principes. L'idée, c'est d'amener les gens à considérer la conversation non pas comme un exercice, par exemple, agonistique de combat, mais vraiment comme ayant un but particulier. Donc, viser une bonne discussion plutôt qu'une bonne intervention, viser à contribuer, accepter de plein gré les corrections d'autrui. Évidemment, ça, il y a toujours un élément à faire là-dessus. Respecter les idées d'autrui, respecter les personnes, construire à partir des concepts déjà posés. Ça, il y avait quand même l'emphase là-dessus. Formuler les questions et les problèmes en discussion, exprimer ses idées, rechercher la clarté, la cohérence, être sensible au contexte.
c'est des choses c'est plutôt quelque chose qu'on met sur la table et qu'on donne aux participants. Et puis, aussi, d'une part, pour, dans le fond, que ce soit des options, puis d'autre part aussi pour s'assurer que si les gens choisissent ces options-là, ils ne vont pas payer un prix, comme justement le fait de coopérer à une conversation, ça ramène souvent un prix dans le sens parce que là on parle plus des sujets qui nous intéressent, on parle moins, etc. L'idée c'était de faire ça. Bref, je vais conclure là-dessus. L'expérience a été plutôt probante. On a eu des conversations vraiment extraordinaires. Avec quelques défis, évidemment. Il y a eu certaines personnes qui sont venues que, des fois, surtout à l'intérieur de Philopolis, quand on n'est pas dans notre espace, des fois, il y a des gens qui viennent et qui ne réalisent pas qu'il faut qu'ils contribuent. Et puis, ça a eu quand même un certain succès, mais je pense que je vais chercher là. On va passer au point intéressant, c'est parce qu'on a d'autres présentations après la pause. Est-ce qu'il y a des interventions, questions sur... Peut-être à un moment, vous avez tenu combien de réponses environ? À dire, très fréquemment? C'est très... des fois, on va en avoir genre 3 en 2 mois. Des fois, on va passer 6-7 mois sans le faire. C'est un peu les aléas de la vie universitaire qui fait que des fois, on a des grosses trucs à faire. Mais généralement, je dirais que c'est probablement une dizaine. Elles sont mixtes? Ils sont mixtes. J'avoue que j'essaie vraiment, puis tout ce qui est les règles de bonne conduite discursive ou de placer la table, un salon qui est effectivement le plus efficace en termes de dialogue. Là où je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi femmes. Pour moi, c'est vous attaquer à plus c'est plus grand, plus de formes de discrimination ou qui est même entre femmes, qui est pas juste uniquement dans hommes-femmes, mais si en plus c'est mixte, c'est moi qui n'arrive pas à... Je pense que je vais essayer de répondre à ta question, mais je ne suis pas absolument certain d'avoir tout à fait compris exactement c'est quoi le truc. Mais je vais répondre pour que tu puisses me dire, parce que je pense que ça peut aider, cette question, échange, whatever. Mais je pense que la méthode en général, la communauté de recherche, évidemment, n'est pas faite juste pour les gens. C'est fait pour... c'est même fait pour des groupes plus épistémiques, mais c'est définitivement quelque chose qui s'adapte très très bien dans toutes sortes de discrimination. D'ailleurs, récemment au Québec, je pense qu'il y a plusieurs cas où est-ce qu'on utilise ça pour impuissancer les gens par rapport à ces discriminations. Ceci dit, dans ce cas-ci en particulier, c'était le contexte, c'était vraiment ça. On avait besoin d'un espace pour les femmes. C'était ça. C'est vraiment plus ça. C'est une dynamique sociale, peut-être pas conversationnelle. C'est vrai que cette méthode-là, ces principes-là, j'ai beaucoup aimé la dynamique droit-principe. Je pense que je vais te l'emprunter, justement. Mais c'est sûr que c'est justement, ça peut être utilisé pour venir un peu contrer plusieurs types de rapports de pouvoir dans des conversations, dans des discussions. Mais souvent, ces principes-là ont été aussi élaborés, développés dans des contextes féministes, justement, étant donné la facilité beaucoup plus grande à créer des situations non mixtes, qui est dans d'autres rapports de pression, c'est plus difficile. C'est comme tantôt quand on dit il y a des rapports, il y a des rapports entre femmes, c'est plus difficile de départager, de dire, il y a quelque chose de problématique que vous le faites, là, mais à dire, bon, ben il y a juste les gens qui souffrent de tel type de pression qui peuvent venir. Ça, c'est un petit peu problématique. Et les mouvements féministes, étant donné qu'ils sont organisés beaucoup, je pense que ça a été plus facile puis, pour développer ces pratiques-là. Ouais. Ben, en même temps, c'est vrai que c'est une pratique qu'on a beaucoup été chercher ailleurs. Mais je pense que il y a
il y a un lieu, il y a un besoin, il y a un fait, je pense. Puis il y a définitivement une facilité. Je veux pas, là, c'est clair que, étant donné le rôle qu'on donne aux femmes dans la conversation en général, faire le switch pour aller vers un espace qui ressemble plus à une communauté de recherche, c'est beaucoup plus facile de demander ça aux femmes parce que c'est déjà un peu ce qu'on s'attend d'eux. Peut-être une toute dernière question du point de vue des contenus. Il y a des thèmes thématisés explicitement, par exemple, ces dynamiques-là, ou ça va dans tous les sens? Est-ce qu'il y a des zones? Des fois oui, des fois non. C'est sûr que on est philosophe, fait qu'on aime beaucoup étudier certains concepts. Là. Je sais qu'on va faire une publication, je pense, sur les. Je dis je pense parce que j'ai travaillé là-dessus, mais je pense que c'est sur le concept de genre. Puis effectivement, on a eu plusieurs discussions là-dessus. Des fois, on va commencer un salon, puis il y aura rien, on va rien mettre sur la table, on va juste dire, bon, on va se faire une proxémie, qui dans le fond, on prend un tableau, on sorte d'idées dessus, puis éventuellement, il y a un autre qui sort de ça, puis éventuellement, on fait une question à partir de ça. Mais des fois, il va y avoir quelqu'un qui, on va dire à l'avance, moi j'aimerais ça parler de tel artiste, et puis on va se rassembler, puis on va parler de ça. Merci. Oui. On va prendre une pause, on commence à 3 heures. Il va falloir qu'on aille plus vite parce qu'on va essayer. Il y a plein d'autres présentations super intéressantes, j'invite à revenir. Merci. Un peu. Certaines montées, certaines sont arrivées. Donc pour cette deuxième partie, on passe un peu. On passe à d'autres formes de nouvelles pratiques philosophiques qui ne sont pas sans lien avec celles qu'on a vues au début. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de rupture, mais j'ai été agréablement surpris. Je le rappelle, on commence avec Nadia Duvin qui va nous présenter l'action de médiation intellectuelle et culturelle d'Execo. Ensuite, on va voir le projet de VIA et la coop Antidox. Puis le projet ACT. Et finalement, Jérémy va nous présenter. Je vais présenter tout simplement ce que j'ai fait comme atelier philosophique avec les enfants de la Bibliothèque nationale, quelques réflexions par rapport aux institutions, de ce qu'on jase aujourd'hui. Donc voilà, on va peut-être un peu dépasser le temps que vous avez parti. Je sais qu'il y a une conférence des plus police à 4h30, donc moi, c'est une conférence finir à 4h30. Sentez-vous très à l'aise de quitter ce qu'il y a la conférence de laïcité. Je pense que nous, on va malheureusement devoir dépasser un peu. Il y a 17h, tout se peut monter jusqu'à 17h. OK. Par contre, on a un problème technique. Oui, il y a no signal là. Oui. Pas de signal, on dirait. J'ai branché, normalement, c'est un. Attendez. Moi, ça sort, alors c'est seulement juste le channel. Channel. Bon, mais c'est pas. Alors, je trouve ça génial de se retrouver ici, de voir différents types de pratiques. La perche a été lancée tout à l'heure, la question de la légitimité de nos pratiques également. Je pense que c'est le premier pas vers une légitimité des pratiques que de se retrouver déjà et de constater les différents modèles qui existent sur le terrain. Et de là, peut-être qu'on va arriver à trouver un langage commun pour effectivement ensuite arriver à faire reconnaître là, ce qu'on fait au quotidien. Alors, je m'appelle Nadia, j'ai cofondé l'organisation Execo en 2006. Execo a comme mission de prendre la créativité au service de la transformation sociale, mais la créativité dans ses deux sens, à la fois la créativité de l'esprit, philosophie, et la créativité de l'acte créatif, l'art. Et chacun de nos projets, de nos programmes s'articule autour de ces deux axes-là, parfois séparément et on espère de plus en plus de façon étroitement liée, là, tissée un dans l'autre. Pour ce faire, on a une approche qui vise, on fait le travail par la médiation une fois sur le terrain. Donc c'est
médiation qui vient vraiment du principe de la médiation qui est culturelle. Et nous, ce qu'on... Voilà. Ah, ben c'est bien, là. Vous allez avoir les définitions. En même temps, je pense. Comme ça. Il y a bien la lumière. Ouais, est-ce qu'il y a un micro? Ouais, il y a un micro là. Oui. J'ai l'impression de m'entendre dans un micro. Alors, c'est l'écho de la salle. Alors, voilà, pour arriver à notre fin, peut-être avant de parler des types de pratiques, on a vraiment un panel de programmes et d'activités qui est très, très varié sur le terrain. Je pense que c'est ce qui fait un peu notre particularité, mais aussi notre éclatement à certains égards, qui pourrait sembler éclater. Lorsqu'on regarde vraiment par pièce détachée. On a un panel de programmes, par exemple, plus en art et déficience intellectuelle. D'ailleurs, on a un festival qui commence la semaine prochaine, domaine différent. Autant qu'on a des activités théâtre, aînés et enfants en communauté autochtone. Là, par exemple, cette année, on a fait 14 différentes communautés, travaillé avec 9 différentes nations, mais vraiment par l'outil qui est le théâtre et le cirque. Et parallèlement à ça, on a tout un gros bloc d'activités qui est Idéaction mobile, qui travaille avec la médiation intellectuelle, avec des populations qui sont soit à risque d'exclusion sociale, soit déjà en situation de grande marginalité. Il y a plusieurs personnes en fait dans la salle qui travaillent sur le terrain avec nous, donc vous allez pouvoir m'arrêter en tout temps. Donc là, on va travailler avec plus des populations qui sont en situation d'itinérance, par exemple. On a une caravane philosophique et culturelle pour les Autochtones en situation d'itinérance qui roule 4 soirs semaine depuis maintenant 2 ans. On s'en rend pas compte, mais le temps avance. Autant qu'on a des ateliers vraiment là, avec des blocs d'ateliers, soit dans des refuges, des centres de jour, des groupes aussi pour jeunes toxicomanes. On a sinon d'autres dans des maisons, il y en a eu autant avec des groupes plus de nouveaux immigrants. Donc c'est assez varié et milieu carcéral depuis les tout débuts. Voilà, qu'est-ce qu'on fout? Alors, l'idée, en fait, de travailler par médiation et non par intervention est vraiment une idée directrice là, de l'ensemble de nos activités. L'idée, c'est de proposer une autre posture face à l'humain qu'on a devant nous et qui est une posture qui est quand même assez similaire là, de celle qui nous a été présentée ce matin, qui est une posture où on est nous-mêmes en parfaite, comment je dirais, c'est de le dire dans d'autres mots que ceux qui sont l'énoncé éthique, mais l'idée c'est de présumer en fait la pleine et complète égalité des intelligences de la personne qui est en face de nous. Et de là, de proposer que peut-être on pourrait voir émerger vraiment un autre type de dialogue dans ce cadre-là. Dès lors qu'on présume de cette égalité-là, il y a un autre résultat à notre intervention, à notre façon d'agir. Pour nous, ça, c'est la médiation et non l'intervention qui propose vraiment une approche qui est complètement égalitaire, où on se situe autant en tant qu'apprenant qu'autant en train de transmettre une connaissance. Alors, et cette idée de bidirectionnalité, de co-création de savoir est vraiment pleine là, dans notre façon d'agir au quotidien. Donc, comme j'ai dit, on va utiliser à la fois la médiation culturelle, que ce soit, et c'est vraiment ce qui relie l'ensemble de nos activités, que ce soit en déficience intellectuelle par les arts, ou ça va être soit un, soit l'autre, et on espère de plus en plus entre les deux. Mais la médiation culturelle, là, qui propose vraiment une démarche de démocratisation de la culture, où on est le lien, en fait, entre l'objet culturel et le citoyen. Dans notre cas, on travaille avec des citoyens qui sont en situation de marginalité. Et de l'autre côté, la médiation intellectuelle, objet qu'on a nommé, nommer les choses en cours de route. Donc, depuis quelques années, on utilise ce vocable-là
pour vraiment identifier en fait cette création d'une situation égalitaire où le dialogue est permis, où un dialogue pourrait effectivement voir émerger même de nouveaux savoirs qui, selon nous, seraient même autrement, on serait l'accessibilité d'un nouveau savoir qui autrement ne pourrait pas émerger. Donc, on n'est pas dans un rôle de il faut l'écouter parce qu'il est marginalisé, parce qu'il n'a pas d'espace. On est plutôt une position où on dit on n'a pas le choix, c'est une nécessité d'agir de cette façon-là, parce que sinon la société, la construction de demain ne pourra pas s'effectuer, puisqu'il va nous manquer des données pour pouvoir construire demain. Je pourrais le dire comme ça. C'est une autre façon, je ne vais pas présenter, mais c'est un peu ça. Donc, à partir de là, tout est possible, on l'espère, mais de grands défis se placent devant nous. On travaille avec des personnes qui ont de grandes difficultés, que ce soit on travaille avec des gens avec des problématiques de santé mentale, avec des problématiques même santé physique également, mais le range est très, très, très large. Ce qu'on propose pour y arriver, c'est une approche qui est de complémentarité. On parle beaucoup de complémentarité des secteurs. L'idée, c'est de dire, OK, mais on va travailler main dans la main, en respect des expertises de chacun, avec les milieux d'intervention sociale. Donc, nous, on va toujours se coupler avec des organismes terrains qui travaillent en démarche de premier recours. C'est pour ça aussi qu'on essaye que nos médiateurs sur le terrain puissent se référer à un intervenant. C'est pas toujours possible et comme on vise une pleine accessibilité, mais lorsque le pont est pas là, en fait, d'accessibilité, on va pas s'empêcher de travailler dans la rue, par exemple, où l'intervenant, il est pas là, juste pour cette raison-là. Donc, mais la plupart du temps, ce qu'on va tenter ce qu'on aimerait voir émerger, c'est vraiment là, ce binôme-là entre un intervenant social qui, lui, va pouvoir accompagner la personne dans sa démarche réinsertion, je n'ai pas encore parlé d'inclusion, mais et nous qui va l'accompagner plus dans une démarche réflexive et créative. L'idée est bien évidemment de voir tout être comme être pensant et créatif. Peut-être que j'ai même plus besoin de le dire déjà. Et à partir de là, de suivre les personnes avec lesquelles on travaille au lieu de les diriger vers quelque chose. Donc, là où il y était des défis depuis le début, ça fait maintenant 8 ans qu'on tente de développer différentes approches sur le terrain. Ça a été vraiment ça, là, où honnêtement, le programme Idéaction, on l'a jeté 3 fois, puis j'espère qu'on va le rejeter parce que c'est vraiment un laboratoire pour essayer de comprendre comment on peut arriver là, à situer ce positionnement-là le mieux possible. Mais qu'aujourd'hui on essaie là, on pense que là il y a quelque chose qui commence à fonctionner, c'est vraiment dans cette non-linéarité-là, dans cette façon on a construit en fait des outils qui se veulent totalement modulables. Maintenant, dans l'application concrète, chaque médiateur va y donner sa couleur. Donc, il y en a qui ont un petit peu plus linéaire que d'autres, mais je dirais le corpus de base avec lequel on travaille, c'est vraiment des outils que, durant les formations de médiateurs, ce qu'on dit, c'est c'est pas que vous prévoyez rien, c'est que vous devez prévoir au moins 3 ou 4 avenues possibles pour l'atelier qui s'en vient, pour pouvoir vraiment suivre les individus avec lesquels vous travaillez. Est-ce que je suis claire? Okay. Voilà, donc on a aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau du programme en tant que tel, là, c'est les formats, la question du format va peut-être pas sortir. Là. La plupart du temps, c'est des 60 heures, qui sont des blocs de 60 heures, qu'on fait parfois en intensif. Par exemple, dans les communautés autochtones éloignées, on n'a pas le choix, on fait vraiment des très, très intensifs. Daniel pourrait en témoigner. On a aussi des formats à l'année. En milieu carcéral, on est là dans le corpus académique, en milieu plus dans des centres de jour ou une maison du père, comme vous êtes.
En fait, c'était pas supposé, c'était supposé d'être un 30 heures même, qui, là, l'engouement de la chose a fait comme, on n'a pas le choix, on étire un peu, puis là, ben, finalement, on est rendu à l'année, fait en cours de route. Parallèlement à ça, en milieu plus de l'itinérance, des bibliothèques qui nous a arrivé de nulle part. On n'a jamais pensé ouvrir des bibliothèques. Puis finalement, on a maintenant 9 bibliothèques d'ouvertes. Puis là, on a plein de demandes. Fait qu'on dit, bon, ben, on va sûrement réussir à structurer ça durant l'année. Et le principe est super simple, c'est que dans notre caravane, il y a aussi des livres et plein d'autres choses. On l'appelle notre boîte à prétexte. L'idée, c'est encore une fois d'outiller la liberté, de pouvoir créer ce dialogue égalitaire-là et du coup de prévoir à l'avance beaucoup d'objets créatifs et réflexifs qui vont permettre aux médiateurs de suivre le moment. Donc, on va retrouver autant, il y a du matériel multimédia qu'on peut emprunter, autant que des livres, autant que des panneaux pour écrire des choses, une petite table que tu sors en dessous de la caravane. Il y a comme plein de choses outillées dans cet objectif-là. J'essaie de vous donner un bloc en 15 minutes. Je suis habituée de le faire en 1 heure. Du coup, moi, je ne peux plus non plus. Pardon. Peut-être rajouter aussi, là, à la base de tout ça, l'idée, c'est de dire, et si on ne laissait pas uniquement au milieu social la lutte à la pauvreté? C'est un peu ça, au tout départ. Et si on offrait au secteur du savoir et au secteur créatif des façons adaptées de se joindre à cette lutte-là, et si, il y a beaucoup c'est des hypothèses, on dit on travaille tout le temps avec des hypothèses sont changeantes, plus on avance, plus effectivement on change les points de vue, les façons de faire, etc. Mais c'est un peu dans cet état mental-là qu'on est dans l'organisation. Et du coup, de se dire, OK, chacun a des petits bijoux à offrir et nous, on va essayer au centre, entre social, milieu créatif et milieu du savoir, on va tenter de développer des approches qui sont vraiment très spécifiques à ces lieux-là. Ce que ça donne sur le terrain, c'est que nos médiateurs ont des profils autant d'artistes, de musiciens que de philosophes. Ce qu'on aimerait voir arriver, c'est de créer des duos. On en a un là. Mais j'aimerais vraiment que ça arrive un peu sur tous les groupes qu'on a, avec un profil un peu plus philosophe créatif, puis un profil plus créatif philosophe, qui travaillent ensemble avec la même méthodologie de travail, de la même approche une fois sur le terrain. Jusqu'ici, on a développé, là, on a un petit guide dans les outils que je disais que les médiateurs ont. Il y a un guide, il y a 150 ateliers qui ont été développés sous 3 axes. L'axe pensée critique, analyse sociale et action citoyenne. Encore là, c'est pas linéaire. Donc, non, ça va pas malgré que ça fait beaucoup de sens de dire qu'on construit l'esprit critique, puis on va faire de l'analyse sociale pour pouvoir agir. Des fois, je m'en sers pour l'expliquer. Des gens qui ont un petit peu plus de difficultés, puis ça marche super bien. Mais ça ne fonctionne pas comme ça sur le terrain. Et certains groupes vont pouvoir, par exemple, vraiment rentrer dans l'action citoyenne et ne faire que ça de façon très intensive et même terminer avec un projet citoyen qui est accompagné par une démarche de médiation intellectuelle. Un exemple, ce serait le projet de Kanesatake où la radio communautaire a été relancée par les jeunes qui étaient des jeunes en haute situation de difficulté, disons, d'intégration sociale et par une démarche de médiation intellectuelle, donc vraiment avec une démarche plus philosophique dès le départ. Donc, les médiateurs ne savaient absolument pas qu'ils allaient monter un projet, puisque c'est les jeunes qu'on suit pendant le processus. Au final, la radio est broadcast. J'ai appris hier qu'elle est maintenant en ligne. Ça y est. Donc, et nous, c'est pas notre projet, cette radio-là, c'est aucunement, pas de logo là-dedans, on n'en aura jamais, il ne faut surtout pas qu'on en aille. C'est le projet des jeunes. Et du coup, ça change complètement la relation aussi envers le projet d'action citoyenne. Mais ce processus-là n'est pas du tout obligatoire. Si effectivement les personnes ne sont pas là, on va les accompagner vers ailleurs. On tente vraiment plus de comprendre leur cheminement en cours de route. Est-ce qu'on
Je suis déjà dépassé. Ouais, on ça pas encore. On a encore 3-4 minutes. Peut-être un mot sur l'évaluation. Mais par rapport aux discussions qui ont eu lieu un petit peu plus tôt déjà, nous on est dans une formalisation de la pratique. On est aussi dans une professionnalisation de la pratique. C'est pas des bénévoles qu'on envoie sur le terrain. Puis ça, dès le départ, ça a été super important. Ce qui amène d'autres types d'enjeux également. Parce que du coup, ok, mais la préparation, par exemple, il faut couvrir tout. C'est des enjeux assez monstres par endroit. Ce n'est pas que des bénévoles. En fait, j'allais rajouter, en fait, l'idée, c'est d'avoir des médiateurs qui sont formés, que nous, on considère pouvoir vraiment bien comprendre tous les ficelles, là, toutes les racines de cette façon de travailler là, cette approche-là. Et ensuite, on a un réseau de bénévoles qui maintenant est proche de 150 personnes qui vient se joindre aux médiateurs sur le terrain. Dans le cadre des ateliers fixes, on parle de 2 médiateurs avec un bénévole. Dans le cadre de la caravane, c'est 1 médiateur et 2 bénévoles. Mais les raisons sont d'ordre financier, sont pas du tout d'ordre méthodologique, puisque l'idéal, ce serait vraiment 2 médiateurs et 1 bénévole. Mais bref, voilà, notre superbe système dit que c'est difficile d'envoyer même, là on se réfère de l'intervention sociale, etc. Donc on est vraiment dans cette idée-là de le faire reconnaître une pratique qui est philosophique comme étant complémentaire aux services sociaux. Et du coup, on est tout dans la logique de, ok, mais du coup, il faut vraiment bien, 1, comprendre notre pratique, 2, l'évaluer, et 3, comprendre le langage de tout le reste du système pour pouvoir s'y infiltrer. On peut le voir comme étant une pratique artistique infiltrante. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Du coup, nos équipes sont variées aussi. On ne parle pas juste de médiateurs, on parle qu'il y ait presque des stratèges dans l'équipe de plus en plus, autant que des gens au financement, autant que des gens qui vont être là par contrat pour faire de l'évaluation ou quoi que ce soit. Donc, c'est un long défi, c'est un long processus. À l'heure d'aujourd'hui, on est content des résultats, on a hâte de voir ce qui s'en vient. Mais on est surtout heureux de voir qu'il y a plein d'autres types de pratiques qui sont absolument magnifiques. Et du coup, je pense qu'on en est tous rendus là. Comment on fait à partir de maintenant? On a développé plein de différentes pratiques, de s'allier ensemble pour essayer de comprendre quel vocabulaire ils comprennent pour essayer de convaincre des gens d'y aller. Qu'effectivement, il n'y a pas juste... et particulièrement dû aux différentes, je dirais, légitimités de l'institution des savoirs, là, ici. Et comment sont construits cette légitimité-là par rapport à chacun des programmes qui s'en vont directement vers un emploi, disons. Comment on fait pour revenir et dire non, il y a tout type de transfert, tout type de transfusion de savoir, je dirais, sont légitimes et on doit vraiment s'y attaquer. En fait, ça devient même une urgence sociale au ce moment. Peut-être très rapidement dans les stratégies d'approche qu'on donne aux médiateurs, puis après ils sont libres de les utiliser ou pas selon leur propre... mais on essaie en fait d'outiller ça pour qu'ensuite ils puissent créer leur propre espace de jeu. Mais on va retrouver autant le théâtre invisible, la rumeur comme technique pédagogique. On va retrouver beaucoup la délocalisation. J'entendais tout à l'heure la philosophie dans des galeries d'art avec du pop. Nous, on va utiliser ça, entre autres, en milieu artistique, dans des centres d'art, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de délocaliser la personne de tout son bagage émotionnel, parfois très, très lourd, par rapport à son expérience de vie, pour permettre un espace de réflexion totalement libre, où on est vraiment dans la réflexion, là. On est vraiment dans un autre champ. On va utiliser beaucoup, en tout temps, on fait ce qu'on appelle la stratégie pédagogique ouverte, c'est-à-dire qu'on n'utilise jamais une stratégie avec quelqu'un sans lui dire. C'est un processus d'honnêteté intellectuelle qui est la base de toute relation humaine. Donc, on va peut-être même
moi ça m'est arrivé là, pendant toute une session, à la toute fin, prendre un 3 heures, une atelier complète, uniquement pour regarder toutes les stratégies pédagogiques qui ont été utilisées depuis le début. Toutes les stratégies de médiation, j'aimerais dire, là, qui ont été utilisées depuis le début, et de les analyser avec les personnes. Ou même, le programme repose sur une théorie du changement qu'on appelle, de regarder cette théorie du changement-là avec les participants, de la questionner, de la critiquer, de rentrer dedans et vraiment de la disséquer là, dans ses moindres recoins. C'est pour vous donner une idée de l'éventail des différentes stratégies, mais il y en a 32 comme ça. Voilà. S'il y a des questions. Tu disais convaincre des gens d'aller de quel genre, quel ministère, quel institut des services sociaux, institut de ministre de l'Éducation, c'est qui ces gens-là d'aller? En ce moment, nous, on est en conversation avec sécurité publique, éducation, culture, santé, services sociaux, autochtones et jeunesse. On a déposé d'ailleurs 2 mémoires dernièrement qui proposent un mémoire pour les consultations jeunesse et un mémoire pour discrimination, racisme, qui est deux co-auteurs dans la salle, et dont certaines propositions reposaient dans les grands principes là, sur cette présomption d'égalité des intelligences et des cultures et cette approche de travailler par la médiation au lieu de l'intervention sociale. Puis moi qui travaille également comme médiatrice pour Execo, ce que j'aimerais dire en fait suite à ta présentation, c'est que c'est sûr qu'on en arrive aussi dans notre rencontre aujourd'hui où on a nommé les intentions de chaque pratique et tout ça, puis que Execo reprend beaucoup, là, donc on est la rencontre, le dialogue, l'accessibilité, une certaine transformation des choses comme elles sont, que ça soit par rapport à l'exclusion, la pauvreté, le savoir. Mais ce que je vis aussi sur le terrain, puis ce que je vois, ce que ça concrétise comme pratique, c'est d'amener cette tendance-là dans la société, dans les milieux exclus, mais ça fait une sensibilisation à travers la grande population aussi. Qui apprend justement aussi à voir ces espaces-là comme étant possibles, qui apprend que oui, il y a des gens sur la rue qui ramassent des livres, puis qui ont envie de les lire, puis tout ça. Puis à la Maison du Père, c'est quelque chose que William et on s'est fait dire par un participant qui avait l'impression qu'il y avait une ambiance qui avait été modifiée par la pratique semaine après semaine d'un espace de réflexion dans le lieu d'hébergement aussi. Donc c'est des courants, c'est des tendances, puis donc c'est pas événementiel, c'est pas un apprentissage direct non plus, une transmission de savoir, mais c'est d'ouvrir cette possibilité-là de réflexion commune et d'inclusion par cette réflexion. Sans thématique imposée. Je rajouterais peut-être moi aussi alors. Une question? Ouais, c'est une question niaiseuse, mais je sais que pour la réponse, c'est un médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur? Qu'est-ce que ça prend pour être médiateur selon, mettons, ce qu'on est habitué, parce que sur le marché du travail, on habitue les gens à quelque chose, quelles sont les exigences pour devenir un médiateur? Oui. Qu'est-ce qu'un médiateur? Je peux peut-être répondre. Oui, on a une façon un peu particulière de, par exemple, conduire des entrevues ou recevoir des curriculums. Par exemple, aller à l'université comme on la connaît, l'institution, ou aller à l'université de la rue, pour nous, c'est du pareil au même. Mais vraiment, alors ça ne sera pas du tout une façon de pouvoir comprendre si oui ou non tu comprends et tu peux comprendre l'approche. Par contre, souvent quand je disais soit un créatif philosophe ou un philosophe créatif, tout est basé autour de ça en fait. On va regarder que la personne a vraiment une bonne compréhension, je disais, des enjeux d'une des deux. C'est comme si je divisais, je prends un clivage comme ça toujours, là, mais entre créatif et on s'entend, là, les philosophes sont créatifs. Mais bon, avec une base plus peut-être en théorie ou en technique de
pensée, de réflexion, de critique, et d'autres plus vraiment là vers l'expression par la créativité. Par exemple, on a un qui à la base apporte son accordéon dans la caravane. Donc c'est vraiment la base. Et ensuite, il faut vraiment pas énoncer cet énoncé éthique de l'égalité des intelligences, mais la vivre. Et ça, je dirais que c'est la toute première des choses. Et ça, on le sent très, très rapidement quand on rencontre quelqu'un. Il y a une machin différence entre énoncer quelque chose et tu sens que ça coule. Dès lors qu'il y a une base, là, il y a tout un processus, là, tout à fait, c'est des procédés très clairs. Là. Il y a une formation, il y a des observations terrain, après la formation, il y a une autre. Donc, bref, il y a des étapes. Puis, on n'est pas encore, il n'y a pas 100 médiateurs. Là. Il y a on a aussi des artistes intervenants qui sont sur d'autres programmes, mais là, de plus en plus, on s'en va vers cette année former tout le monde à la médiation culturelle et intellectuelle. Vraiment créer une seule équipe, des équipes terrain, et à ce moment-là, on va tout d'un coup avoir des circassiens beaucoup, des gens de théâtre. Là, on vient de former une personne, par exemple, médiation intellectuelle plus en théâtre invisible. L'idée, c'est de venir rajouter à l'équipe de base, lorsque ça pourrait se déployer, dire il y a une personne de référence qui s'y connaît plus là-dedans. Il n'y a pas vraiment. Il y a des critères quand on envoie l'offre, très, très. Mais c'est pas comme ça se conduit après. Non, c'est juste pour voir. Une bonne connaissance des milieux. Quelqu'un qui serait sorti de la rue puis serait parti vers une pratique créative, par exemple, tout à fait. C'est sa place. Est-ce que vous avez fait de la formation en dehors du contexte de vouloir travailler pour vous? Ça existe? Non, mais c'est vraiment beaucoup. On a beaucoup de demandes. Ça risque d'être en construction. On est une drôle de période là, où on attend plein de choses actuellement jusqu'au mois de fin avril. Puis là, on va voir. Par contre, il y a une formation qui va être créée pour... on avait fait une des recommandations qu'on a fait dans un des mémoires, c'était de former l'appareil étatique à l'égalité des intelligences. Et on nous a rappelé. Fait que du coup, on trouve ça magnifique. Alors, il y a une formation comme ça qui va être faite, puis du coup, on essaie tout le temps de faire deux pierres, un coup, deux pierres. Et du coup, si on développe cette formation-là, qui va être vraiment pour des fonctionnaires, on va essayer de la réfléchir en même temps à être plus large. C'est-à-dire des commentaires, des critiques. Moi, j'ai discuté il y a quelques instants, donc je parle de dispositif, mais je suis vraiment curieux de savoir, quand on parle de médiation, comment ça se passe? Donc, est-ce que je l'ai manqué ou est-ce que... Non, j'ai pas... peut-être un médiateur peut... William, tu veux parler? C'est pas évident, mais comment ça se passe? Je pense que tout le monde a un peu son style de médiation, sa manière de le mettre en place. Nous, personnellement, comment on fonctionne, par exemple, à la Maison du Parc, c'est on pose comme au point de départ on pose comme point de départ l'égalité des intelligences, on l'énonce clairement, c'est le point de départ, on pose des principes un peu. C'est ça que tantôt de la présentation, oui, c'était particulièrement pertinent. Puis après ça, habituellement, comment moi je le figure, c'est on a un thème, je sais pas, par exemple, la semaine passée, c'était la relation entre l'homme et la nature. Comme de fait, cette fois, on est parti d'une citation de Descartes. Habituellement, on ne va pas se répandre dans les philosophes, mais là, on est parti d'une citation de Descartes. Et cet atelier, l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. C'est vrai. Ouais, on n'a pas juste affirmé. On interrogeait ça. Comme là, comment c'est passé, c'était une déconstruction sous forme de discussion de cette citation-là. Sinon, d'un fond, on y va plus par étapes. Donc, on commence par poser, je sais pas, une question ontologique. Donc, c'est quoi la nature? On essaye de constituer une espèce de champ sémantique autour du concept de nature pour ouvrir des espaces de possible au niveau du sens, au niveau de ce que ça peut vouloir dire. Et donc, alors que, disons, moi, je peux penser à la nature comme quelque chose d'extérieur à l'être humain, là, on a une autre qui m'interroge, disons, non, l'être humain fait partie de la nature, donc on fait se rencontrer des sens qu'on peut dans la nature.
Après ça, on peut poser une question qui est plus d'ordre épistémologique. Bon, plus d'ordre épistémologique. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec la nature? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec? Puis après ça, une question qui est plus d'ordre normatif. Bon, comment on devrait vivre avec? Ça va un peu dans les 3 axes de médiation. Donc, premièrement, l'esprit critique, une définition, une question définitionnelle. Après ça, il y a des petits décalages, mais il y a plusieurs styles. Mais dans le cadre, peut-être juste plus large, dans le cadre de votre action, si on regarde par rapport aux autres groupes aussi, moi je considère que ce binôme pratique une des stratégies d'approche qui est la communauté de réflexion, qui a été développée avec Anne d'ailleurs pendant on a fait une recherche l'année dernière avec le lancier à l'UQAM. Et du coup, ils ont vraiment sont plongés dans la communauté de réflexion et là, il y a comme une médiation qui est propre dans cet axe-là. Mais sur un autre cas, ça peut être totalement différent. On a eu des groupes il y a 2 ans qui faisaient que des observations sociales dans les métros. On a eu d'autres groupes où on faisait du théâtre invisible dans les stations de bus avec des groupes de punk ou de l'observation et de la détection de manipulation du discours, des sophismes dans les palais de justice pendant les cours, mais avec des jeunes criminalisés. Qui se retrouvait en tant qu'universitaire dans une situation au lieu d'être celui qui est réprimé, etc. Puis c'était drôle parce qu'ils connaissaient tout le monde, ils connaissaient le juge, ils connaissaient les avocats, ils connaissaient mais à la Maison du Père, on a fait une vidéo de sensibilisation aussi cet automne. C'est les gars qui ont... en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On a demandé ça vous tente de faire passer le message. Ouais. En fait, c'est qu'effectivement, il y a comme plein d'ateliers. Puis nous, on arrive avec des propositions. OK? Puis c'est selon comment on voit le groupe. L'été dernier, moi, j'ai pas commencé, mais j'ai terminé le groupe à Vitrard. C'était un programme de réinsertion sociale pour jeunes toxicomanes à travers un travail... en galerie de vitrail. Les médiateurs, quand ils sont arrivés, ils avaient parlé d'un blog, il y avait une certaine orientation, puis c'était aussi l'organisme qui disait oui, les jeunes veulent faire ça. En dans 15 minutes, ils ont dit non à tout. Prise 2, tu te retournes de bord, puis là, tu proposes un autre sujet, puis tu tentes avec eux autres, à discuter des préjugés, par exemple, ça fonctionnait beaucoup plus. Puis de faire une chasse intellectuelle avec eux autres, puis tout ça. Donc, c'est le genre de revirement qui peut arriver. Nous, on a des propositions, on a des outils pour aller dans ces différentes directions-là, en fait, de médiation. Donc, tout d'abord, de créer l'espace, puis d'être beaucoup à l'écoute, de poser une question, mais ça peut être comme ça. Puis on aurait pu arriver jeudi dernier avec la question de l'environnement, puis tout le monde qui nous dit on veut pas parler de ça. Et ils retiennent un mot, puis on part complètement sur un autre sujet, puis on aurait dû suivre. Et on évite ça parce que les semaines précédentes, on leur demande de quoi vous voulez parler la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous voulez je vais devoir couper la question en cours parce qu'on a pris beaucoup de temps. Merci, Nadia. Je peux terminer sur une citation? Oui, vas-y. qui vient d'une personne qui a fait le programme de milieu carcéral. L'esprit critique, c'est savoir peser le pour et le contre, donner son opinion, apporter des arguments, être capable d'analyser, de progresser et de ne pas avoir peur. Maintenant, c'est Myriam et Nathalie. Est-ce que vous voulez venir en avant? Peut-être que ça va marcher avec vous le moi, je suis la fille qui n'a jamais fait un point de conférence. C'est tout le monde en a, sauf moi, puis là, on dit le petit grand-père, on va des acronymes, on va des adresses Internet, tu sais, on va me mettre au tableau, puis le monde va le voir, puis là, comme de c'est pareil. Sinon, je vais quand même garder l'ordinateur parce que c'est l'équivalent de mes notes. Ouais, écoute, pas de problème. Fait que je vais juste les voir pour moi. Puis, s'il y en a qui me disent quand même, j'aurais aimé savoir peut-être les adresses Internet, ces choses-là, mais le PowerPoint, vous pourrez l'envoyer. Je ne sais pas par quelle médiation. Médiation quand même pour avoir des références, c'est des choses qui m'intéressent. Donc déjà, pendant que Nathalie installe ça, au départ c'est annoncé comme étant deux interventions séparées. Donc la mienne en tant que représentante de la coopérative Antidox qui est de Québec et celle de Nathalie en tant que représentante de l'entreprise Brilac qui est de Montréal.
mais toutes les deux, on œuvre un peu dans le même domaine en général, comme tout le monde ici, dans le fond, avec d'autres petites distinctions entre ce que chacune on fait, comme tout le monde ici. Fait que dans le fond, on aurait pu faire toute une présentation commune, tout le monde ensemble, mais ça se donne que Nathalie et moi, on se connaît, donc c'est plus facile. Donc, nous, on s'inscrit dans l'approche philosophie pour enfants, communauté de recherche philosophique, que j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous connaissent, en fait, comme pas mal. Fait que je me demandais, là, j'ai adapté ma présentation selon ce que vous connaissez déjà de cette chose-là, ça marche! Fait que je vais peut-être passer un peu rapidement sur les principes, les enjeux de la philo pour enfants, de la communauté de recherche. Si vous vous rendez compte que des choses que vraiment vous aimeriez que je pousse davantage, je fais juste soulever le flag, puis je vais pouvoir le faire. Puis si c'est des choses que déjà tout le monde on est super à l'aise avec parce que c'est un peu une connaissance commune, ben, tant mieux, j'aurais pas besoin d'enfoncer des portes ouvertes non plus. Donc, c'est ça. On va pouvoir donc utiliser la première diapositive. Oh, ça marche-tu? Ah non? Ah! OK, on a passé d'un ordinateur à l'autre et c'est ça que ça donne. C'est pour ça que j'aime pas faire des PowerPoint. Donc, c'est ça, parler un petit peu philo pour enfants, distinguer aussi avec communauté de recherche philosophique, parce que bon, un est dans l'autre, mais l'autre est pas nécessairement dans l'autre. Puis ensuite, parler un peu plus de Antidox, comment on fonctionne, ça a été quoi nos défis, nos enjeux, nos espoirs et nos craintes. Et ensuite, parler un petit peu de Brilla, ce qu'on fait avec Brilla. Puis de ce qui existe aussi ailleurs dans le monde comme réseau de gens qui sont engagés dans la communauté de recherche de philo pour enfants, puis aussi les projets à venir là, pour ceux qui nous concernent ou qu'on connaît. Donc, déjà pour commencer avec la philo pour enfants, bon, plusieurs d'entre vous connaissez, c'est un peu, en tout cas, une des naissances de la philosophie pour enfants, c'est celle de Mathieu Deckman, qui a eu l'idée de rendre la philosophie accessible aux enfants. Donc, de redessiner la conception, l'enseignement de la philosophie de manière à ce que les enfants puissent s'y reconnaître et puissent y participer. Donc, pour lui, ça a passé par une espèce de réécriture d'un corpus littéraire qui racontait des histoires aux enfants à partir desquelles eux sont invités à s'interroger, à se poser des questions qui les intéressent et à en discuter ensemble de manière à avoir des idées, des opinions, des conceptions et des manières d'agir et de réfléchir qui aillent toujours vers plus de nuances, de réflexivité, d'écoute, de co-apprentissage. J'entends beaucoup ça dans ce que tout le monde disait tantôt. Donc, considérer l'autre comme autant capable de vérité que soi, mais comme autant capable d'erreur aussi. Accepter de se corriger, de s'auto-corriger, d'être corrigé par d'autres, de corriger d'autres. Donc, on voit que c'est tous des processus intellectuels mais affectifs qui sont mis en route ici. Moi, je regarde pas tout mon PowerPoint, j'ai aucune idée si ça a rapport à ce que je dis, qu'est-ce qui est écrit en arrière. Et donc, ça renverse beaucoup la perspective de l'enseignement. De l'enseignement de la philosophie d'abord, parce qu'on passe d'une manière de concevoir la philosophie qui est davantage universitaire vers une manière qui est universelle et qui peut même s'adresser aux enfants. Donc, souvent les gens me demandent, mais t'enfants, tu commences à quel âge l'enfant? Ben, dès qu'ils parlent, ils pensent. Puis l'idée, c'est de penser avec eux. Donc, dès qu'ils parlent là, c'est juste évidemment, tu agis pas de la même manière avec une personne de 3 ans qu'avec une personne de 25 ans. C'est la même chose si tu veux philosopher avec quelqu'un. Bon, cette porte ouverte étant enfoncée. L'idée, donc, c'est aussi de renverser l'enseignement d'une certaine manière. Donc, là, c'est bien rare que je me retrouve debout devant une classe à parler de même. Quand j'enseigne en philo pour enfants, on est assis en communauté de recherche comme on l'est là, puis on réfléchit ensemble. Donc, autant dans la formation des maîtres avec les adultes qui éventuellement veulent être des gens qui font la philosophie des enfants, avec les enfants tout court, on est tous, j'aime beaucoup que notre maître à tous, donc Michel Cesville, dit on n'est peut-être pas tous égaux devant le savoir, mais on est tous égaux devant l'ignorance. C'est une autre manière aussi de dire qu'on a tous à apprendre les uns des autres. En tout cas, pas tout à fait, mais ça se ressemble. Donc, dans cette perspective-là de l'enseignement, ben, l'animateur devient un guide, un accompagnateur davantage qu'un professeur. Donc, c'est quelqu'un qui parfois a plus d'expérience que d'autres dans les processus de pensée qui nous permettent de devenir plus critiques, plus créatifs dans notre manière de penser. Et c'est quelque chose qui n'est pas non plus évident à faire. Être un animateur de communauté de recherche philosophique, c'est peut-être donné à tout le monde, mais c'est pas quelque chose qui est automatique.
c'est une manière de réfléchir avec d'autres qui n'est pas nécessairement celle qui est la plus spontanée, peut-être surtout chez les gens qui sont habitués d'être professeurs. Parce que justement, c'est autre chose que moi je parle, puis vous m'écoutez, puis moi je comprends quelque chose, puis vous autres, vous ne le savez pas. Donc, il y avait besoin de formation, de professionnalisation, de s'assurer que les gens, ou en tout cas d'essayer de mettre le plus de chance de notre côté, puis le nôtre étant tout le monde, que les gens qui sont appelés à animer des communautés de recherche philosophique soient des gens qui ont développé certaines compétences, certaines attitudes surtout, puis certaines conceptions face au savoir aussi qui favorisent cette pratique-là. Donc, par exemple, pour ne pas donner l'impression à quelqu'un que pense par toi-même, mais je vais tellement t'accompagner qu'au bout du compte, tu vas penser comme moi. Moi, je pense ce que tu veux, mais moi, je pense ça. Mais ça, c'est une chose. Tu peux penser ce que tu veux. Moi, je pense ça, c'est une chose. Mais tu peux penser ce que tu veux, mais je vais tellement te donner quelque chose que moi, je pense qu'au bout du compte, tu vas avoir l'impression que c'est toi qui penses. Mais c'est mon idée à moi que je t'ai mis dans ta tête. T'sais. En tout cas. Ouais, c'est tricky. Mais puis c'est pas facile aussi, puis on peut faire ça sans même s'en rendre compte. Je pense que la plupart du temps, c'est ce qui arrive. C'est pas de la mauvaise volonté. Puis peut-être même que je le fais souvent, puis je m'en rends même pas compte. Donc, c'est là que je voulais un peu distinguer la philosophie pour enfants et la communauté de recherche philosophique, parce que là, je pense que vous le savez et vous le faites. De plus en plus, c'est une manière de concevoir l'enseignement et l'apprentissage qui s'est contaminée des enfants aux grands-enfants. Donc, de plus en plus, on voit que apprendre et réfléchir et philosopher en communauté de recherche philosophique, ça peut se faire avec les ados, avec les adultes, avec les aînés, puis après ça dans toutes sortes de milieux. Donc, si on voit des avantages, justement, par exemple, en milieu carcéral, moi j'en ai fait en alphabétisation, ça peut se faire dans le milieu plus scolaire, mais pour les sciences, pour le français, pour l'éthique et culture religieuse, puis en dehors des milieux scolaires, dans toutes sortes de perspectives, on a déjà parlé assez de là. Mais dans tous les cas, le rôle de l'animateur, la capacité de l'animateur de vraiment se mettre dans cette position-là restait quand même un enjeu important pour toutes sortes de raisons que je pense que je n'ai pas tellement besoin de renommer. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'une gang de finissants en philo pour enfants de l'Université Laval, on s'est mis en gang à un certain moment pour se dire, OK, nous autres, on aimerait ça non seulement diffuser cette pratique-là, puis faire que plus de gens en fassent, mais on aimerait aussi essayer de professionnaliser la pratique. Puis pour nous, la professionnalisation, elle est autant sous l'axe de la rémunération. Tu peux changer un petit peu. Donc, tu sais, c'est une vraie job, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être reconnu par un certain statut. C'est ça qu'on fait dans la vie. C'est ça notre 40, 60, 75 heures semaine, notre journée, là, c'est ça. On est des animateurs philosophiques. On voudrait pouvoir en vivre, parce que c'est bien beau d'y croire puis de vouloir, mais s'il faut qu'on travaille 40 heures semaine et qu'on étudie 20 heures semaine, mais le petit 5 heures semaine qui nous reste à peut-être faire de la philo avec les enfants, avec les adultes, avec les ados, c'est peut-être la première chose qui va passer à la trappe quand tout d'un coup on va avoir besoin d'un autre job de plus, quand tout d'un coup on va avoir des enfants, quand tout d'un coup on va... Bon, donc on voulait essayer de se créer de l'espace dans nos journées finalement pour pouvoir vivre de ce qu'on aime et aimer ce de quoi on vit. Donc, on a souhaité démarrer une coopérative qui nous permettait de faire ça. Donc, l'idée, c'était de regrouper ensemble les gens qui sont déjà là-dedans, de faire un petit peu, de créer un réseau, parce qu'il y a plein de gens qui font de la philo avec les enfants, avec les ados, avec les adultes, sous forme de communauté de dialogue, communauté de réflexion, communauté de recherche, dans toutes sortes de manières de le nommer, qui se ressemblent plus ou moins, mais qui, en gros, réfèrent à peu près à la même chose. Donc, créer des lieux d'échange entre ces gens-là, et puis créer des lieux d'échange d'outils, d'échange d'expertise, d'échange d'expérience. Ça peut être aussi des fois, moi j'avais un contrat pour telle chose, mais je me sens pas super ferrée pour aller travailler en milieu carcéral. Y a-t-il quelqu'un qui serait meilleur que moi pour faire ça? Que je pourrais l'accompagner? Ouais, j'ai eu un gros contrat, mais il y a cette semaine-là, je peux pas y aller pantoute, ou je peux juste pas le faire parce que ça ne donne pas dans mon horaire. Qui peut le faire avec moi? Et un réseau construit de telle manière que je puisse avoir confiance que la personne qui va me remplacer partage dans une certaine mesure la même conception et les mêmes types de qualités que ça prend pour pouvoir faire ça bien. Puis aussi pour donner un genre de label, c'est-à-dire pour enlever, je sais que les thérapeutes, il y a eu un problème à un moment donné avec un certain type de thérapeute où n'importe qui pouvait se dire machin thérapeute. Peut-être, c'est ça.
Puis là, tu te retrouves à dire, OK, mais là, si n'importe qui peut le faire, la qualité de la profession perd. Fait qu'il y avait un peu cette espèce de volonté de professionnalisation qui est en arrière aussi. Donc, moi, je sauterais peut-être celle-là, c'est plus sur la structure d'entreprise, mais c'est pas nécessairement super important pour ça. Donc, on a fait toutes sortes de petits trucs, on a fait des cafés philo, des ciné-philo, vraiment plus grand public, vraiment plus ouvert dans les journées de la culture, ces choses-là. Des fois, on est engagé par un musée, par une école, par un regroupement de parents qui font l'école à la maison pour vraiment dans une perspective plus structurée, parfois régulière, parfois ponctuelle. On a travaillé par exemple avec des jeunes adultes en insertion socio-professionnelle par un programme gouvernemental qui a comme une journée de formation, peut-être faire des ateliers de philo avec eux autres, c'est un petit peu de philo politique. On a travaillé avec la Bibliothèque d'Archives nationale du Québec, justement, ça c'est un peu différent, on a préparé des ateliers pédagogiques, philosophiques qu'on a donnés comme clé en main, puis j'aurais aimé ça vous entendre tantôt, je sais même pas ce que ça a donné. C'était pas ça, mais j'ai entendu parler parce que peut-être que oui, mais tu sais pas. Ça se peut. On a préparé entre une espèce de sketch ludico-philosophique qui a été performé par un acteur avant les présentations des films de Harry Potter l'été dernier, puis qui était fait pour faire réfléchir les enfants justement. Mais là, on était moins dans une CRP, on était plus dans du faire réfléchir. C'est ça. Donc, puis c'est ça, on a toutes sortes de projets qui s'en viennent sur lesquels je sauterai un peu rapidement aussi, je pense, pour aller directement avec Brilla, qui est un des projets sur lesquels Antidote est en association, qui vous donne peut-être une idée aussi assez concrète là, de trucs qui vont dans le créatif, dans le philosophique, mais directement prévus pour les enfants puis les ados. OK, alors moi je m'appelle Nathalie, je travaille aussi avec la CRP, mais moi je travaille plus en anglais. Alors vous allez devoir excuser mes fautes parce que devant le monde, j'ai pas autant l'habitude de parler en français. Anyway, alors moi je travaille comme je fais mon doctorat en philo pour enfants, mais plus sur le côté politique et éthique. Alors je voulais avoir un côté plus pratique pour ce que je fais. Alors il y a 6 ans maintenant, j'ai commencé un organisme de bienfaisance qui s'appelle Brilla, qui vient de l'espéranto, qui veut dire comme des brillants petits esprits. Le but, c'était au début de créer des atmosphères très semblables à Execo tout à l'heure, où on peut faire la philosophie, mais aussi la créativité. Alors, c'est des projets pour les jeunes qui combinent la réflexion philosophique avec des projets créatifs, mais nous, on entend par créatif comme tout ce qui est artistique, mais aussi tout ce qui est créatif. Comme on peut créer un robot, on peut créer un jardin communautaire, on peut créer un programme social, on peut créer une façon d'être activiste dans nos propres communautés, comme n'importe quoi, où il y a une création, où il y a comme une force originale, et où on doit vraiment créer quelque chose de nouveau. Alors, quand j'ai commencé, je travaillais avec les jeunes autochtones à Ottawa, et c'était comme vous avez expliqué aussi, c'était vraiment des jeunes qui décidaient ce qu'ils voulaient discuter, ce qu'ils voulaient faire, quel projet d'art les intéressait. Et puis, on partait sur ça. Alors, c'est vraiment animer une CRP ou animer avec les enfants, c'est improviser, c'est être prêt à vraiment suivre ce qu'eux, ils veulent faire. Et c'est la partie qui est excitante pour moi, mais aussi très, je pense, épeurant pour ceux qui n'en font pas. Essayer de les faire comme comprendre qu'on peut se préparer, on peut bien dormir, on peut bien manger, on peut être bien reposé, mais à part ça, il faut juste être prêt à les écouter, à suivre avec eux, à être super enthousiaste, mais moi je manque pas d'enthousiasme, alors c'est pas problème. Alors c'est ça, on a aussi une structure où on fait des camps de jour, des clubs, des ateliers. Les camps de jour, ça dure une semaine ou 2 semaines, c'est des programmes intensifs d'ateliers, une série d'ateliers qu'on fait. On a souvent des invités spéciaux. Alors ça, c'est la chance pour les jeunes peuvent travailler, l'occasion de travailler avec des professionnels qui parlent de leur processus, leurs craintes, leurs problèmes, les défis qu'ils envisagent, mais aussi ce qu'ils aiment dans leur profession. Alors on a des artistes, mais on a aussi de plus en plus des personnes qui font toutes sortes de différents types de créations. Comme cet été, on va travailler à Vancouver et au Mexique, puis on a des gens qui sont des spécialistes création de la nature, comme des beekeepers, comment on dit ça en français? Des apiculteurs. Oui. Les jardiniers, on essaie de vraiment élargir la définition de créativité.
Dans les clubs, c'est plus, on les voit une fois par semaine ou on les voit une fois par mois. Dans les écoles ou à l'extérieur des écoles, comme des fois ça fait partie d'un club de scout, alors c'est plus comme philosophie de la science, où on a fait des programmes où ça fait partie d'un homeschooling, alors c'est à eux de décider ce qu'ils veulent discuter. Et les ateliers, c'est comme les journées pédagogiques. On en a fait un lundi passé, on était 60 enfants de la maternelle à la 6e année. On a créé des jeux philosophiques, c'était à eux de les créer. Et puis, l'expérience est devenue le stimulus pour notre dialogue par après. Alors ça, on aime vraiment ça quand c'est les jeunes qui expérimentent quelque chose de différent. Et puis, à travers cette expérience-là, ils peuvent en parler. Et puis, on formule une question philosophique et après, on en parle avec eux. Alors, je voulais juste vous montrer, une chose que j'ai pas mentionnée, c'est les magazines numériques. Alors, tous les projets qu'eux, ils font, on accumule tout ça, puis on publie leurs œuvres dans un magazine numérique. Alors, comme la Grande Bibliothèque l'année dernière, on a mis tous leurs projets ensemble et on a publié ça. Alors, je vais juste vous montrer quelques-uns, vous pouvez les voir sur Internet, mais juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Alors, pour les adolescents, c'est sûr que ça devient un peu plus... comme eux, ils peuvent faire beaucoup de photographies. On a toujours des groupes. On peut parler un peu plus, on mentionne leurs enjeux philosophiques, ce qui les intéresse. On a des écritures, là, l'Internet va pas vraiment marcher, mais ils font des essais de photographie, des dessins. Aussi, on enregistre comme si on fait du slam poetry, on enregistre, ça va pas marcher ici, mais tu peux écouter en lisant ce qu'on écrit. Et on fait des mini-films aussi, maintenant non plus ça va pas marcher à cause de l'Internet, mais anyway, ils choisissent leurs questions philosophiques et puis c'est à eux de répondre. Et c'est ça. Alors, on en fait un ensemble avec Antidox la première semaine de mars. Alors, on a des dépliants. J'en ai juste en anglais, j'en ai juste quelques-uns en français, mais c'est un programme assez particulier parce qu'on le fait bilingue. Comme le but, c'est de parler de la communication, comment on communique. Est-ce qu'on peut communiquer par accident? Est-ce qu'on communique mieux avec notre corps qu'avec notre langage? On va faire tout à moitié en franglais. Et on va voir comment ça va marcher. Alors, c'est un des projets qu'on va faire. On en fait 5 autres cet été. Et c'est ça, je ne peux pas parler longtemps parce que ça fait longtemps qu'on est ici. Alors, continue. Oui, c'est sûr, rapidement, je vais peut-être donner quelques outils, peut-être c'est des choses que vous connaissez, si oui, tant mieux, tant pis en même temps. C'est sûr que le milieu, disons, universitaire de la philosophie pour enfants et des communautés de recherche philosophique est quand même relativement bien organisé au sens où les réseaux mondiaux puis disons régionaux, continentaux, il y en existe déjà un certain nombre. Fait que on vous en parler un tout petit peu ici. Par exemple, NACI qui est pour toutes les Amériques, l'IAPC qui est situé au Montclair State University College, qui est l'université de Bethel Littman, comme une petite université fondatrice. Plato, que tu peux peut-être parler un petit peu plus sur le. Oui, alors ça c'est vraiment où on peut se faire former, comme c'est là où j'ai été formée. Plato, c'est plus un regroupement Philosophy Learning and Teaching Organization. Alors, c'est pas juste les pédagogies dialogiques, c'est aussi n'importe qui veut faire de la philo avec les jeunes avant l'université. Ça, c'est le réseau international qui vient juste de refaire leur site web. Alors, il y a beaucoup de ressources gratuites maintenant. Sophie, c'est européen, ouais. Moi, je connais juste le site aussi. Puis le PCYNAP, je ne sais pas trop, en tout cas, ça c'est intéressant, c'est en Asie. On se rend compte aussi qu'il y a des gens qui font de la philosophie pour enfants, plus ou moins directement inspirés de Littman, partout dans le monde. On a des initiatives en Israël, en Turquie, en Russie, au Mexique, il y en a vraiment beaucoup, au Japon. En Australie, beaucoup. On fait en Corée, avec la Corée, ils font des camps fantastiques de philo aussi. C'est surprenant de se rendre compte quand même que c'est une idée qui a fait boule de neige assez rapidement. Puis je trouve ça important de le rappeler puis de juste en parler, même si c'est quand même des réseaux universitaires, le monde est super cool en fait.
Mais juste de se rappeler qu'on n'est pas si seul au monde à faire ça. Puis, sérieusement, si vous stressez à l'adresse, je peux vous l'envoyer le PowerPoint, ça me fait plaisir. Il n'y a aucun problème. Je sais pas si je pense que vous l'envoyer à William, puis que lui peut peut-être le diffuser, ou en tout cas. Mais vous pouvez les noter aussi, ça ne me dérange pas. Donc, c'est ça, il y a une certaine organisation mondiale qui se fait, puis sur ces sites-là, comme Nathalie dit, il y a vraiment beaucoup de ressources. Donc, puis il y a une volonté de partage, puis de réseautage. J'aime pas le mot réseautage, mais là, c'est dans le sens vraiment intéressant du terme où les gens partagent à la fois leurs expériences, leurs outils, leurs problématiques aussi, parce que il y a plus de problèmes que de réponses, heureusement. Via beaucoup, bon, c'est ça, Internet aussi, des conférences, des regroupements, il y a des revues, des choses comme ça. Puis, on voulait vous parler un petit peu rapidement des choses qui s'en viennent très très concrètement dans les prochains temps ici. Oui, ils sont excitantes aussi. Il y a le réseau Engage Enquiry, qui est un projet de financement en fait de la part d'un professeur de l'Alberta. Oui, c'est le réseau de philosophie pour enfants en Alberta qui font aussi des camps et qui font des clubs. Oui, qui lui est en train de faire une grosse demande au CRSH pour aller chercher un financement d'ordre de 5 millions de dollars pour pouvoir créer un réseau des gens au Canada qui sont engagés dans cette pratique-là, puis aussi appuyer les initiatives de films pour enfants puis communauté de recherche. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait super intéressant. Et vraiment aussi de créer des hubs, des foyers de pratique un peu partout au Canada, puis de mettre ces foyers-là en réseau, puis de mettre en valeur les initiatives. Et de former les gens aussi à travers ça, comme il y aurait des formations ici au Canada au lieu de Québec, il y en a, mais comme ailleurs, il y a vraiment des formations potentielles. C'est ça. Et la formation est un enjeu de professionnalisation aussi. Je me rends compte que la présentation est beaucoup axée sur ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est une de mes grandes préoccupations. Puis, très très bientôt, ici, pas ici, mais à Québec, au Québec, parce que quand tu es dans un réseau nord-européen, même, nord-européen, nord-américain, de dire que au Québec, c'est très local en fait. Donc, il y aura le colloque de NACI, qui est le National North American Association for Community of Inquiry, merci, qui organise son colloque biannuel à Québec à la fin du mois de juin. Donc, il y aura là une belle grande réunion des plus grandes sommités engagées dans la promotion de la diffusion et la recherche en philo pour enfants. Donc, c'est les 25, 26 et 27 juin à l'Université Laval. Et ça sera suivi d'une retraite philosophique qui sera vraiment plus proprement la communauté de recherche. On est une petite gang, on s'enferme dans la résidence à l'université puis on fait de la philo ensemble. Ça va être super trippant. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, là, malheureusement, la période d'appel de candidature pour des présentations est terminée, mais évidemment, il va rester encore des places pour des inscriptions. Et pour les affiches aussi, si vous voulez qu'on apporte vos matériaux, on pourrait les apporter pour faire de la promotion pour vous, comme c'est sûr que ça fait partie de nos objectifs aussi. Donc, un peu dans la même perspective de partage puis de recoupement qu'on est en train de faire ici, il y aura ce colloque-là à la fin du mois de juin qui va être super intéressant. Et qu'est-ce qu'il y avait après? Ah, ben c'est ça, là, peut-être un petit peu plus d'informations aussi sur les différentes formations. Donc, les gens qui aimeraient aller plus loin dans leur pratique, là, il y a une panoplie de formations qui existent au Canada et ailleurs, qui sont de différentes perspectives. Donc, une qui est peut-être plus universitaire que celle de l'Université Laval, que certains connaissent. Le gros classique de l'IAPC, qui est la formation très très Lippmann, qui est à Montclair, puis que Nathalie est à sa 3e année. Quatrième. Si on va plus du côté de l'Europe, puis là c'est celle que moi je connais, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres, puis si vous en connaissez d'autres, ça va être le fun, on va aussi les partager aussi. Mais avec moi en Belgique, à chaque année, il y a des gens qui se réunissent pour faire de la communauté de recherche ensemble, puis on est vraiment dans une formation très très pratique, au sens où on ne fait que ça, on est assis en rond, puis on réfléchit ensemble. Mais en même temps, on réfléchit sur ce qu'on fait, puis la manière dont on le fait, puis la manière dont on pourrait mieux le faire. Et bon, fait que, on est dans le sujet, puis au-dessus en même temps. Il y a toujours un thème qui traverse la semaine. Une année, c'était philosophie, spiritualité. Une autre année, c'était l'éducation sexuelle. En tout cas, il y a toujours l'éducation en général. Une année, c'était plus l'éducation politique. Bon. Puis, il y a Sapéré aussi qui fait des formations super intéressantes que moi, j'ai pas suivies, puis que je vais laisser Nathalie peut-être en parler plus. Oui, alors eux, ils ont été inspirés par Lippmann, c'est The Society for the Advancement of Philosophical Inquiry, Reflection and Education. Alors,
eux, ils résistent beaucoup en Angleterre. Ils ont des programmes partout. Ils forment entre 2 et 3 000 professeurs par année. Alors, ils ont un système qui marche vraiment bien. Il y a 3 niveaux de formation. Et puis, au 3e niveau, c'est comme formateur-maître. Alors, eux, c'est vraiment intéressant. Et puis, ils en ont constamment. Comme il y a une formation entre les fins de semaine. Parce qu'il y a tellement d'intérêt. Alors, si jamais vous êtes en Europe, vous voulez aller une fin de semaine, c'est pas cher, c'est vraiment intéressant. Ouais. Je pense que c'est tout. Ouais, ben, après ça, moi, j'avais envie de réfléchir avec vous sur nos besoins, nos objectifs, nos solutions communs. Déjà, la rencontre qu'on a aujourd'hui fait partie d'une des solutions. Je pense qu'on va voir un peu ce que les autres font, on essaie de créer des liens entre nos différentes pratiques. C'est sûr que nous, comme perspective antidox, on essaie de voir aussi est-ce qu'il y a de la place dans notre coop pour vos pratiques, pour vous comme individu? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de voir? Parce qu'on est une coop de producteurs, donc l'idée c'est que la coop offre des outils pour que les gens puissent mieux ou davantage produire ce qu'ils faisaient déjà ou ce qu'ils auraient fait chacun de leur bord, mais en vraiment davantage. Y a-t-il moyen de dire, ben regarde, on inclut les gens dans le coop puis on y va comme ça? En tout cas, c'était un peu ça ce que je voulais chercher, mais en même temps, c'est ça, ce que je vois, c'est qu'on n'aura pas le temps de parler de ça pendant 1 heure, fait que je lance les questions à la mer. Merci bien. En fait, j'en ai 2, mais j'en ai juste un peu. Par rapport à la question que tu viens de poser, mon intérêt, je pense, là-dedans, c'était par rapport à. Je vois la communauté de recherche comme étant un modèle pour la conversation générale. Je pense qu'une des choses que je peux traiter dans un département de philosophie, c'est qu'on nous apprenne toutes sortes d'outils théoriques, puis on prétend nous apprendre à mieux penser, puis que dans le fond, on ne fasse pas dans la pratique. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de culture du tout-au-bout chez certains groupes. Soit on rentre dans un espace de CRP, puis là il y a une méthode, puis en tout cas les méthodes que j'ai vues jusqu'à là, c'était assez contraignantes. Méthode Lippmann, c'est que tu lis un livre, et puis là après ça t'en parles, et tu fais des étapes, tout ça. Évidemment, moi je veux dire, j'ai pas le luxe de faire lire un livre à des enfants quand, mettons, j'en ai fait avec les scouts, puis il y avait des 10 minutes au début des réunions, c'est sûr que je peux pas leur faire lire un livre. Quand même, j'aimerais ça, je veux leur apprendre certaines compétences. Bon, puis évidemment, là j'ai improvisé, j'ai fait des trucs, j'ai essayé de le faire, puis j'ai gardé ça pour moi, en plus, franchement, j'ai pas, c'est vraiment pas un, je veux dire, c'est pas un blanc, je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui font pareil. Est-ce qu'il y a des ressources pour ce genre de choses-là? Intégrer peut-être peu à peu certaines compétences conversationnelles. Est-ce qu'il y a une place pour avoir des outils comme ça qui sont un petit peu entre, je dirais, l'espèce d'espace prototypique des communautés de recherche et puis un espace un petit peu plus informel? Il y a le site p4c.com où c'est juste des ressources sur n'importe quoi. Tu tapes ce qui t'intéresse. C'est pas à base de livres, c'est à base de musique, de jeux, de n'importe quoi. Ça, c'est vraiment un site de ressources. Mais il y a plein de... Presque tous les sites qu'on vous a montrés, il y a au moins une page de ressources gratuites. Est-ce que tu peux redire le site? P4c comme p4c.com. En anglais, c'est super cool. En français, PPE, c'est vraiment le P4C. Like philosophy for children, but for... Yo! Mais j'ajouterais à ça que c'est sûr que si tu restes dans la méthode Lippmann pure de dur, puis tu sais, il y a des gens qui vont me dire il n'y a que la littérature Lippmann et les guides et qui fait vraiment de la philo pour enfants. Bon, là, il y a toujours des gens qui sont à chaque extrême, mais moi, ce que je pense beaucoup,
là c'est moi, c'est que c'est davantage une question d'attitude, puis de manière d'entrer en dialogue avec les gens avec qui on est, que cette attitude-là, ça prend très bien par la participation à des communautés de recherche et l'observation aussi de ce qui se passe dans des communautés de recherche. Là, ça, c'est mon mot de dada, mais observation, je trouve ça super important. Mais ça, c'est dans la perspective où tu veux apprendre à le faire, puis apprendre à mieux le faire. Mais après ça, dire, est-ce qu'on peut entrer dans une relation de co-recherche philosophique avec quelqu'un à toutes sortes de moments, puis dans toutes sortes de contextes, puis dans 2 minutes et demie? Ben oui, c'est sûr. À chaque fois, c'est de dire, est-ce que tu es prêt à entendre ce que l'autre personne a à dire et à construire à partir de ça? Est-ce que tu es prêt à être capable d'essayer de, le plus possible, justifier tes idées, donner des raisons, illustrer par des exemples, reformuler ce que l'autre dit? C'est ça, en fait, être en dialogue philosophique à propos de questions philosophiques. Bon, qu'est-ce que c'est une question philosophique? C'est l'autre grosse affaire, hein? Mais souvent, par exemple, les profs vont me dire, ouais, mais moi je fais ça à toutes sortes de moments pendant mes cours, je fais pas une période de philo, mais c'est correct. Tu n'es pas obligé d'appeler ça philo, puis tu n'es pas obligé de suivre les étapes. Il y a quelque chose d'intéressant à ça parce que, bon, par exemple, quand tu vas aller chercher une ressource de départ, une chanson, un poème, une histoire, dépendant ou pas, il y a cette idée-là que tu es capable d'aller chercher du sens ou de créer du sens philosophique à partir de toutes sortes de choses. Les histoires de Lippmann ont ceci d'intéressant qu'elles mettent en scène des gens qui sont ouverts, qui sont en dialogue, ça modélise. Il y a des grandes idées qui ont traversé l'histoire de la philosophie qui sont dans ces histoires-là. Il y a des avantages, mais le fait qu'il y ait des avantages n'en fait pas un absolu, puis c'est la seule manière de faire. Puis je pense que si les gens qui veulent propager la pratique du dialogue philosophique comme moyen d'apprentissage au sens où on disait tantôt, c'est des compétences, des attitudes, des habiletés à développer, bien plus qu'un modèle à reproduire. C'est presque une erreur, je pense, de penser que Lippmann, ça veut dire qu'on doit lire les romans. C'est plus une fois qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que l'animateur fait durant le dialogue? C'est vraiment plus ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de la philo pour enfants qui parlent juste des stimulus, comme qu'est-ce qu'on va leur montrer. Mais ils ne parlent pas de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a commencé à parler, comme c'est quoi la méthode, c'est quoi la structure. Alors pour moi, je pense que c'est vraiment, ce qu'on apprend de Lippmann, c'est vraiment la méthode dialogique. Ce qu'on utilise au début ou à la fin, comme une fois qu'on se sent à l'aise avec la structure, on peut utiliser n'importe quoi. On a fait une discussion sur nos mails, on utilise les œuvres d'art des enfants, on utilise une expérience durant l'heure du dîner, comme ça peut être n'importe quoi. Si vous permettez, je veux juste mettre au point que techniquement l'activité finit dans 10 minutes. Désolé, j'aimerais gérer ça. Est-ce qu'il reste deux présentations? Il reste Anne et Rémi. Je mets le problème un peu sur la table. Comment est-ce qu'on est-ce que vous êtes dedans? Je vais passer plus tard de finir plus tard? Non. J'imagine qu'il y a des gens qui vont partir aux présentations, je suis désolé. Je pourrais peut-être, vraiment, je suis désolé, mais je pourrais peut-être la période de questions pour permettre. Excusez-moi. Mais c'est bien, parce que c'est dans le mouvement. Ça va être sur YouTube, je pense. Ça va être sur YouTube. Tout ce qui est ici. Ah, c'est bon. Oui. Nous, on est la gang de Québec qui ont des enfants couchés à soir. Je trouve ça vraiment bien. Je m'en vais après ma présentation. Ok, à ce temps, moi j'ai parlé, les autres, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse. Ben, merci, je suis contente de vous avoir rencontré. Merci. Je vais parler des aptitudes, des médias, des animateurs, justement, dans cette école-là. Il y a quand même une présentation ceux qui doivent rester, ceux qui doivent partir, c'est compréhensible. S'ils veulent être animateurs.